Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit et on termine ensemble Cœur de patrimoine avec Vincent Bellassène. Bonjour. Bonjour Cédric Decoeur. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondateur de Côté Neuf. Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, on va parler de prêt immobilier, de transfert de prêts, d'opportunités, de risques. Bref, je ne sais pas si les auditeurs auront croisé cette histoire qui a un petit peu fait parler d'elle dans la presse de couples qui avaient finalement ne pas remboursé son prêt, changé de bien et qui se sont fait un peu rattraper par la patrouille. Alors on ne va pas s'attarder complètement sur l'histoire de ce couple, mais on va essayer de gamberger sur ces histoires de prêt. D'abord, peut-être on rappelle, quand on souscrit un prêt, il y a des conditions avec des tas de petites lettres qu'il faut lire. Pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir finalement son prêt, ses conditions? Quels sont les critères, selon vous, qu'il faut vraiment privilégier quand on part dans cette aventure du crédit immobilier? C'est vrai qu'on a tendance à regarder toujours la partie taux, la partie prix du prêt immobilier. On est obnubilé par le « j'ai obtenu tant ». Évidemment, c'est une composante essentielle. C'est-à-dire que quand on va chercher un prêt immobilier, on va rembourser des intérêts tous les ans. Et donc, payer le moins d'intérêts possible, c'est super intéressant. On oublie souvent que le prêt immobilier, c'est une arme patrimoniale, mais une arme de destruction massive. C'est-à-dire que ce soit en termes de prévoyance, de protection de la famille ou de création de patrimoine, finalement, en plus du levier de crédit que tout le monde voit, on a la capacité à avoir des éléments complémentaires dans une offre de prêt immobilier qui permettent de protéger son environnement, sa famille et sa sécurité à moyen terme. Ces petites lignes-là, personne ne les connaît et finalement, elles font souvent de grandes différences. Vous parliez de la transférabilité du prêt, c'en est une, mais on y reviendra après parce que finalement, c'est une toute petite modalité. Les deux plus importantes pour moi, alors disons les trois plus importantes, vous allez déjà avoir l'assurance. L'assurance aujourd'hui... Assurance emprunteur qu'on peut ou pas déléguer. Exactement, à bien différencier de la garantie. L'assurance, aujourd'hui, elle vous protège vous et votre famille. La garantie protège votre créancier. Donc, pour le coup, l'assurance emprunteur, très importante, avec des coûts très différents et des garanties très différentes. Et ensuite, vous avez deux éléments de protection majeurs pour votre vie du quotidien qui font que la propriété est presque plus protectrice que la location. Je dis souvent, moi je préfère dans une situation difficile être propriétaire que locataire grâce à ça. Ces deux modalités, c'est la modulation, donc la modularité de vos échéances dans le futur et le report d'échéance possible sur votre offre de crédit immobilier. C'est important de regarder si vous pouvez en bénéficier parce que dans des situations difficiles de changement d'emploi, de perte d'emploi, de passage temporaire au chômage, c'est très intéressant de pouvoir baisser temporairement ses mensualités. Certaines banques vont de 10 à 30%, mais aussi de pouvoir reporter des échéances. On l'a fait avec énormément de nos clients pendant la période Covid, de nos acheteurs en immobilier neuf, de pouvoir se dire, allez, janvier, février, je paye pas et je reporte mes échéances sans avoir d'incident. Ça veut dire que lorsqu'on négocie son prêt, il faut tout lire. En tout cas, il faut soit tout lire soi-même, soit se faire accompagner par quelqu'un qui sait lire et qui sait lire des offres de prêt. Et regarder que l'auto, c'est une chose. Être capable de savoir quels avantages peut m'attribuer un prêt immobilier, c'en est une autre. Et c'est très important de faire attention à ça lorsqu'on souscrit. Alors effectivement, vous avez rappelé les quelques clauses qui vous paraissent importantes. Et il y avait, parce que c'était devenu un petit peu plus rare, des clauses de transfert de crédit. Alors moi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Cédric, vous savez peut-être que j'ai été banquier à l'époque, j'ai été courtier aussi, donc j'ai fait pas mal de choses autour du crédit. La transférabilité du prêt, c'était une clause qui était dans l'offre de prêt qui permettait d'utiliser son capital restant dû au moment de sa revente, donc ce qui nous reste à payer, pour le transférer vers une nouvelle opération aux conditions initiales. Donc il fallait souvent faire un crédit complémentaire aux nouvelles conditions, mais on bénéficiait de son ancien crédit avec les conditions de l'époque où on l'avait faite. Il faut bien savoir que, quoi qu'il arrive, même lorsqu'elle était contractuelle, cette clause restait à la discrétion de la banque. Ce qui signifie... Donc c'était pas acquis? Pas du tout. Et même quand on le demandait, pour l'avoir vécu opérationnellement, il y avait 90% de chances d'avoir un refus parce que les conditions n'étaient quasiment jamais favorables pour la banque pour effectuer un transfert. Bien évidemment. Parce que le but, c'est généralement, quand on le demande, c'est que c'est intéressant pour nous. Bien sûr, et donc si c'est intéressant pour nous, ça l'est, moins pour la banque. donc il y a une certaine logique dans l'opération. Entre guillemets. Donc 2017, les banques arrêtent la transférabilité contractuelle. Et donc, en fait, il reste dans cet inconscient collectif la capacité, en tout cas, à transférer son prêt et le fait que ce soit une bonne opération pour les particuliers.
Et donc, on arrive sur les fameux articles dont vous parlez récemment, avec beaucoup de gens qui décident de faire ce qu'on appelle peut-être des transférabilités unilatérales. Ouais, de décider de transférer soi-même son crédit immobilier. Comment ça marche ? Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, quand vous souscrivez un crédit immobilier, il y a 2 types de garanties. Donc, on peut garantir notre créancier, qui est la banque, généralement, de 2 façons. Soit par une inscription notariée, donc une sûreté réelle. On va prendre une hypothèque, ce qu'on appelait avant une inscription du privilège de prêteur de deniers. Et donc, le notaire va écrire sur le papier, si vous ne remboursez pas, la banque saisit votre bien et la revend. Et puis les banques, pour limiter leur risque et surtout pour le mutualiser, on crée des établissements comme Crédit Logement qui permettent de mutualiser le risque et de déporter le risque vers un établissement tiers. Et donc, il n'y a plus d'inscription notariée. Et d'ailleurs, quand vous faites aujourd'hui un crédit à la BNP, à la Société Générale ou au LCL, en finalité, vous empruntez aux 3 banques parce que c'est le même organisme de caution qui cautionne votre crédit immobilier. Ouais, et souvent, c'est très rapide, on signe un papier et on a... Et même des fois, dans la minute, on a la réponse en banque. Comme quoi, c'est d'accord. Exactement. Et donc, quand on reçoit l'argent suite à une vente aujourd'hui, eh bien, avant, le notaire, il vérifiait sur son papier qu'il y avait une inscription hypothécaire et qu'il fallait la rembourser. Aujourd'hui, le notaire, il n'a rien à vérifier. Il envoie l'argent à l'emprunteur et lui dit « Attention, il faut bien rembourser votre crédit immobilier. » Et donc là, effectivement, il suffit de dire oui et d'en faire ce qu'on en veut. Et alors, il y a un risque à faire ça en loose day, entre guillemets. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Après tout, la banque, elle continue chaque mois à toucher sa mensualité. Voilà, à part qu'effectivement... c'est vrai, sauf que le crédit immobilier est un crédit affecté. Et donc, ça veut dire que le crédit immobilier, il est affecté à un risque pour une adresse, finalement. Et donc, quand vous décidez de reporter ce risque-là sur une nouvelle adresse sans l'accord de la banque, eh bien, vous faites une sorte de fausse déclaration intentionnelle et vous allez rentrer dans le cadre général de ce qu'on appelle la déchéance du terme dans un crédit immobilier, donc l'exigence anticipée du crédit immobilier. Et ça revient aux gens qui font des faux dossiers avec des faux bulletins de salaire. Alors, il peut y avoir des poursuites pénales en complément, mais généralement, ça s'arrête à la déchéance du terme. Et donc, l'idée, c'est de dire, si on vous détecte pour une erreur X ou Y, un problème d'adresse, eh bien, on vous demandera sous 30 jours de rembourser l'intégralité du prêt immobilier. Ah ouais. Là, ça peut piquer. Ouais. Ça peut piquer. C'est pour ça que la dernière fois que j'en parlais, je disais, si c'est pour prendre l'argent, le placer à un taux plus élevé que ce qu'on l'a emprunté. On peut éventuellement jouer. Mais... si c'est libérable et qu'il est en dispo, le risque juridique est faible. Secondaire, tout ça, ça peut le faire, mais... Avec le risque de devoir la vendre vite et d'avoir une décote importante. Ouais, c'est ça. Et de se retrouver avec un CRD, un capital restant dû sur les bras. Donc, on n'est plus maître lorsqu'on fait ça de sa dynamique patrimoniale. On prend un risque pour soi et pour sa famille si c'est en résidence principale, avec le risque de devoir vendre vite. Et quand on vend vite, on vend pas bien. Donc du coup, parce que j'ai envie de dire, un couple qui démarre sa vie patrimoniale, en plus, dans les périodes récentes, on avait des taux quand même qui étaient très intéressants. Donc on démarre sa vie patrimoniale, on n'a pas forcément le schéma de ce qui va se passer. Donc comment est-ce qu'on fait pour... entre guillemets, bien pas partir du bon pied, quoi. Enfin, ne pas commettre d'erreurs, se dire un petit peu, comment on fait si on va vouloir évoluer. Enfin voilà, quel conseil on peut donner à un couple d'emprunteurs ou à un emprunteur, disons, voilà. Je vais donner un conseil que je donne quasiment toujours. C'est de se dire, dès qu'on démarre dans la vie patrimoniale, que ce soit dans l'immobilier, dans les placements, que chaque point de rentabilité, c'est un point de risque. Et donc, en réalité, il faut être capable d'être raisonnable dans sa construction patrimoniale, dans un contexte où tout le monde vous dit qu'on peut faire de grandes choses très vite. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil aux primo-accédants ou aux jeunes emprunteurs ou à ceux qui essayent de développer jeunes leur patrimoine, c'est de garder la tête froide. Les promesses n'engagent que ceux qui les font et il vaut mieux une petite rentabilité sereine qu'une très grosse rentabilité avec de très grands risques quand on est en construction. Malgré tout, c'est quand même tentant. Enfin, je veux dire, on a ce bien immobilier, sa valeur a progressé. On se dit, si je rembourse pas le prêt tout de suite, en croyant bien faire, finalement, j'ai une plus-value qui est encore plus forte que je peux réinvestir. Comment est-ce qu'on peut conseiller pour bien gérer cette plus-value finalement ? Finalement, en restant dans les clous là. Finalement, la plus-value, on en fait ce qu'on veut. Ouais.
Il suffit simplement de rembourser son ancien crédit immobilier. Donc, il n'y a aucune problématique avec la plus-value qui, pour le coup, est exonérée dans le cadre d'une modification de résidence principale, une revente puis un achat. Il n'y a pas du tout de problématique sur la partie plus-value. La problématique, c'est de se dire, est-ce que pour ne pas payer 2% d'intérêt annuel en plus sur la partie du capital qui me reste à verser, je vais prendre le risque de devoir perdre mon nouveau bien pour gagner peut-être 2, 3, 4, 5 mètres carrés ou pour gagner 2, 3, 4 kilomètres d'éloignement par rapport à l'endroit où je voudrais être. C'est ça la vraie vérité. Les taux sont remontés très vite et donc souvent les gens n'ont pas forcément ce qu'ils voudraient par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir. Bien sûr, parce qu'ils ont perdu un peu de pouvoir d'achat immobilier. Ouais. Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? C'est toute la question que l'emprunteur se pose à ce moment-là. On parle de risque. Le risque juridique est très faible. C'est-à-dire qu'une banque qui va faire la déchéance du terme, attaquer en justice derrière, c'est assez rare. Ce qu'elle veut, elle, c'est récupérer ses fonds, revendre son bien et passer à autre chose. Néanmoins, le risque est important quand on a des enfants et une femme dans le bien et qu'on est obligé de se séparer de ce bien avec une décote, de conserver un crédit et de repartir sur quelque chose de nouveau et souvent en location, bien, c'est quand même un risque que personnellement, j'ai pas très envie de prendre. Attention donc aux fausses bonnes idées. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Vincent Bellassène donc pour Côté Neuf qui nous accompagnait sur ces péripéties immobilières. Péripéties. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On va marquer une pause pour les fêtes de fin d'année et on se retrouve début janvier. Très bonne fête de fin d'année. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.